Malik Touré était un homme de 32 ans, né et élevé dans la vibrante ville de Marseille. Fils d'immigrés sénégalais, Malik a grandi dans un quartier modeste, où il a appris dès son plus jeune âge l'importance de la résilience et de la détermination. Son père, Mamadou, était un homme travailleur, qui cumulait 2 emplois pour subvenir aux besoins de la famille, tandis que sa mère, Awa, s'occupait de la maison et de ses 3 enfants avec une affection inébranlable. Malik, l'aîné, a toujours ressenti l'immense responsabilité d'être un exemple pour ses jeunes frères, Youssou et Fatou. Dès son plus jeune âge, Malik excellait à l'école. Il avait un talent particulier pour les chiffres, et malgré les difficultés financières de sa famille, il réussit à obtenir un diplôme de comptabilité à l'université d'Aix-Marseille. Après avoir obtenu son diplôme, il a trouvé un emploi dans un cabinet comptable du centre-ville. Travaillant avec dévouement et compétence, Malik a gagné le respect de ses collègues, mais il savait qu'en dehors des murs du bureau, la couleur de sa peau restait une barrière constante. Il a vécu à l'ombre du racisme qui imprégnait la société, mais il a toujours essayé de garder la tête haute. Bien que Marseille soit connue pour sa diversité, Malik s'est souvent retrouvé la cible de discrimination. Le simple fait de se promener dans les rues peut parfois se transformer en un événement stressant. Il savait qu'en tant qu'homme noir, il était jugé pour le simple fait qu'il existait dans des espaces qui, aux yeux de beaucoup, ne lui appartenaient pas. « Fais toujours attention, Malik », lui disait sa mère, inquiète. « Nous ne voulons pas qu'il vous arrive quelque chose de mal. » Il entendit ces mots, mais la colère et le ressentiment grandissaient en lui à chaque fois qu'il était approché avec méfiance par ceux qui étaient censés le protéger. Malgré ces difficultés, Malik a trouvé des moyens de faire face à la tension constante. Il était passionné de musique, notamment de hip-hop, ce qui lui offrait un moyen d'exprimer sa frustration et son espoir. Le week-end, il aimait se retrouver entre amis dans un petit studio de fortune, où ils produisaient leurs propres rythmes et rimes. La musique était sa soupape de fuite, un espace où il pouvait être lui-même sans jugement, où ses mots avaient du pouvoir et du sens. « La musique est mon refuge », disait-il lorsque quelqu'un lui demandait pourquoi il consacrait autant de temps à cette passion. Malik était aussi un homme profondément attaché à sa famille. Le dimanche, la maison de ses parents s'emplissait de vie au parfum des plats traditionnels africains que sa mère préparait avec tant d'amour. C'est dans ces moments-là que Malik a ressenti un petit soulagement, entouré des gens qu'il aimait. Pourtant, même à cette époque, le poids de la responsabilité et de la réalité ne l'a jamais complètement quitté. Il savait qu'en tant que frère aîné, il était de son devoir de protéger la famille, de s'assurer que rien ne leur arrive. Cette pression, qu'il portait silencieusement, était toujours présente, un rappel constant du monde dans lequel il vivait. Un vendredi après-midi ordinaire s'est transformé en cauchemar pour Malik. Il avait quitté le travail un peu plus tôt, prévoyant de s'arrêter au marché local pour acheter quelques ingrédients pour le dîner qu'il avait l'intention de préparer pour sa famille ce soir-là. En sortant du supermarché, Malik portant les sacs, a été approché par 2 policiers blancs qui patrouillaient dans le quartier. Le regard qu'ils lui jetèrent était plein de suspicion. « Vous, là, arrêtez », dit l'un des policiers, la main déjà sur son arme. Malik sentit tout son corps se raidir. « Je savais que je devais rester calme, mais mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. »« Oui, monsieur », répondit Malik, essayant de paraître aussi calme que possible. Il n'avait rien fait de mal, mais il savait que sa parole était souvent sans valeur dans une situation comme celle-là. « Je rentre à la maison, je fais juste quelques courses. » Pendant qu'il parlait, l'un des agents s'est approché et a commencé à fouiller dans les sacs que Malik portait, les jetant par terre sans aucune considération. « Où as-tu trouvé l'argent pour acheter tout ça ?» a demandé l'autre officier, avec un ton de voix qui montrait clairement qu'il n'était pas vraiment intéressé par la réponse. Malik sentit la colère commencer à bouillonner en lui, mais il garda le contrôle. « Je travaille, monsieur. »« J'ai un travail, » dit-il, sa voix tremblant légèrement mais toujours ferme. Il savait que tout mouvement brusque pouvait être interprété comme une menace, alors il resta immobile, les mains visibles. Le policier qui avait posé des questions sur l'argent laissa échapper un rire cynique. « Un boulot, hein? Et tu fais quoi? Voler la nuit et travailler le jour ?» Ces mots étaient comme un coup porté à la fierté de Malik, mais il se força à ravaler son indignation. « Je suis comptable », a-t-il répondu, essayant de conserver sa dignité. Mais les choses sont vite devenues incontrôlables. L'un des policiers,
apparemment frustré de ne rien trouver de suspect dans les sacs de Malik, l'a poussé contre le mur en lui coinçant les bras. « Voyons si vous dites la vérité », dit-il alors que Malik sentait la pression dans sa poitrine augmenter. L'autre policier a commencé à fouiller les poches de Malik sans sa permission, jetant ses affaires par terre. C'est inutile, a tenté de protester Malik, mais la réponse qu'il a reçue a été un violent coup au ventre qui l'a fait plier de douleur. « Tais-toi, voleur !» a crié le policier alors qu'il continuait à l'attaquer. La douleur au ventre de Malik était insupportable et il tomba à genoux, essayant de se protéger du mieux qu'il pouvait. Les voix des policiers se sont transformées en un flou d'insultes et d'ordres alors que Malik luttait pour rester conscient. L'injustice de la situation était écrasante, mais il ne pouvait rien faire. Il se sentait impuissant, comme s'il était à la merci d'un sort cruel qu'il ne parvenait pas à comprendre. « Pourquoi est-ce que ça m'arrive ?» pensais-je en essayant de reprendre mon souffle. Le désespoir de Malik a atteint son paroxysme lorsqu'il a entendu le bruit aigu d'un coup de feu. En une seconde, une douleur fulgurante lui traversa l'abdomen et il tomba au sol, sentant du sang chaud couler. Les policiers reculèrent un instant, surpris par ce qu'ils avaient fait, mais reprirent rapidement leur posture, comme si rien d'anormal ne s'était produit. « Vous avez tenté de vous échapper », a déclaré l'un d'eux, comme pour justifier la fusillade. Malik ne pouvait pas répondre. La douleur était intense, mais la tristesse et la peur étaient encore plus grandes. « Ils vont me tuer », pensa-t-il, sentant la vie s'écouler lentement de son corps. Alors que Malik gisait sur le sol, sa vision devenant floue et les sons autour de lui commençant à s'estomper, il sentit la vie le quitter. La douleur était insupportable, mais ce qui faisait le plus mal était l'injustice de la situation. Lui, qui avait toujours été un citoyen respectueux des lois, était traité comme un criminel sans avoir rien fait de mal. Pourquoi, pensa-t-il, essayant de s'accrocher à n'importe quel fragment de conscience. Les lumières autour de lui commençaient à s'éteindre et il avait l'impression de perdre le combat. Son esprit restait cependant actif, traversant rapidement les moments qui ont façonné sa vie. Il a revu des flashs de son enfance, jouant dans les rues de Marseille avec ses frères, sous le regard bienveillant de sa mère. Il se souvenait de la fierté dans ses yeux lorsqu'il avait ramené son diplôme universitaire. « Tu es notre fierté, Malik, dit-elle, les larmes aux yeux. » Et maintenant, il se retrouvait allongé sur un trottoir, abattu et saignant, ne sachant pas s'il survivrait pour la revoir. « Je ne peux pas les laisser comme ça, pensa-t-il, mais l'obscurité approchait rapidement, engloutissant sa conscience. « Je ne peux pas, essaya-t-il de se convaincre, mais ses forces s'affaiblissaient. À ce moment-là, quelque chose en lui commença à changer. La peur et le désespoir ont fait place à une profonde révolte. « Ce n'est pas juste », criait-il dans son esprit, même si son corps n'avait pas la force de réagir. « Ce n'est pas juste que je doive mourir comme ça, sans avoir rien fait de mal. » La colère qu'il ressentait était écrasante, mais elle apportait également un sentiment de clarté, comme s'il voyait enfin la cruauté du monde sous une forme limpide. Malik sentit une vague de chaleur parcourir son corps, mais ce n'était pas la fièvre de la mort imminente, c'était quelque chose de plus, quelque chose qu'il ne pouvait pas identifier. Soudain, le paysage autour de lui commença à changer. L'obscurité qui l'entourait fut remplacée par une lumière intense et aveuglante. Malik essaya d'ouvrir les yeux, mais la lumière était si vive qu'elle l'obligea à les garder fermés. Le bruit des sirènes, les pas précipités et les voix agressives de la police ont été lentement remplacés par un silence profond, presque assourdissant. « Où suis-je » pensa-t-il, essayant de comprendre ce qui se passait. Malik avait l'impression d'être extrait de son propre corps, laissant derrière lui la douleur physique et la peur qui le consumaient. Lorsque Malik a finalement réussi à ouvrir les yeux, il a réalisé qu'il se trouvait dans un endroit complètement différent. C'était un vaste espace, enveloppé d'une douce brume dorée. Le sol semblait fait de lumière et l'air était lourd d'un calme étrange, comme si le temps s'était arrêté. Il regarda autour de lui, essayant de trouver un point de repère, mais les environs lui étaient complètement inconnus. « Qu'est-ce que c'est » pensa-t-il, ressentant un mélange de confusion et d'appréhension. « Suis-je mort ?» L'idée lui faisait peur, mais elle lui apportait aussi un sentiment de soulagement. Au moins, la douleur physique avait disparu. C'est alors que Malik réalise qu'il n'est pas seul. À quelques mètres de là où il se trouvait, 3 silhouettes commencèrent à se matérialiser. C'étaient des hommes vêtus d'uniformes de police, mais leurs visages étaient vagues, déformés,
comme s'ils étaient le reflet d'un miroir embué. Malik sentit son cœur s'accélérer, la colère revenir de plein fouet. Non, marmonna-t-il en reculant d'un pas, ce n'est pas possible. Il reconnut l'énergie émanant de ces hommes. Ce sont les mêmes policiers qui lui avaient tiré dessus et l'avaient laissé mourir sur le trottoir. La fureur de Malik augmenta. Son corps tremblait d'indignation et il ressentait le besoin urgent de les affronter, d'exiger justice. « Toi !» cria-t-il, sa voix résonnant dans le vide autour de lui. « Tu m'as attaqué. Tu m'as accusé de quelque chose que je n'avais pas fait et tu m'as laissé pour mort. Comment oses-tu te montrer ici ?» Chaque mot sortait avec la force d'une vie de douleur et d'oppression accumulée. Malik a estimé que, dans ce lieu, il avait enfin la possibilité de s'exprimer, de se défendre, d'exiger des réponses à l'injustice qu'il avait subie. Les policiers sont restés silencieux, immobiles face à l'éclat de Malik. Au bout d'un moment, l'un d'eux s'avança. Même si son visage était encore flou, il y avait quelque chose dans les yeux de l'officier qui semblait humain. « Malik, » dit le policier d'une voix basse empreinte d'une étrange tristesse. « Nous savons que vous souffrez. Nous savons que ce qui s'est passé est terrible et que la douleur que vous ressentez maintenant est accablante. » Malik secoua la tête, refusant d'écouter. « Non. Vous ne savez pas ce que c'est de vivre dans la peur tous les jours. Vous ne savez pas ce que c'est d'être jugé sur la couleur de sa peau, d'être traité comme un criminel parce qu'il existe. » Le policier hocha lentement la tête. « Tu as raison, » continua-t-il, la voix remplie d'une profonde lamentation. « Le monde est sur une mauvaise voie, une voie qui a causé douleur et souffrance à beaucoup de personnes, comme vous. Mais nous sommes ici pour demander pardon, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux, comme nous, qui ont commis des injustices. Ce qui vous est arrivé n'aurait pas dû arriver, et pour cela, nous demandons pardon. » Les paroles de l'officier résonnèrent dans le silence autour d'eux, pénétrant l'esprit de Malik d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. La colère était toujours là, brûlante dans sa poitrine, mais avec elle, il y avait quelque chose de nouveau, une confusion, une incertitude quant à la manière de répondre à ces excuses inattendues. « Pardon ?» répéta Malik, le mot sonnant étrangement sur ses lèvres. « Pensez-vous qu'une simple demande de pardon effacera tout ce que vous avez fait? Est-ce que cela ramènera toutes les vies qui ont été détruites à cause de gens comme vous ?» L'intensité de ces paroles semblait ébranler l'espace autour d'eux, mais les policiers restaient calmes, comme s'ils s'étaient attendus à cette réaction. « Nous le savons mieux, » répondit enfin un autre officier. « Mais c'est un début. Le monde a besoin de plus que de colère et de violence. Il a besoin de rédemption, de guérison. Nous sommes ici pour vous le montrer. » Les paroles des policiers résonnaient dans l'esprit de Malik, mais il ne pouvait pas accepter ce qu'il entendait. L'idée que ceux qui l'avaient si profondément blessé demandaient pardon semblait absurde. « Voulez-vous que je croie que vous êtes désolé? Que vous comprenez ce que ça fait de vivre ce que j'ai vécu? Comment pouvez-vous même imaginer ce que c'est que de grandir dans un monde où la couleur de votre peau détermine votre valeur ?» Sa voix tremblait d'indignation et Malik sentait que sa colère était sur le point d'exploser. Les policiers ont gardé les regards fixés sur Malik, sans se défendre ni se justifier. « Nous ne pouvons pas vraiment comprendre ce que vous ressentez, » a déclaré l'un d'eux, la voix encore pleine de tristesse. « Mais nous voulons que vous compreniez que cette voie de haine et de division ne fera que conduire à davantage de souffrance pour nous tous. » Malik secoua vigoureusement la tête, refusant d'accepter cela. « Tu n'as pas le droit de me dire ce que je devrais ressentir. Tu ne sais pas ce que ça fait d'être traité comme un moins qu'humain chaque jour. » Soudain, Malik a été inondé d'une série de flashbacks. Il a vu des scènes de sa vie se dérouler devant lui comme dans un film, les fois où il a été suivi dans les magasins sans raison, les insultes racistes qu'il a entendues à l'école, le jour où sa mère a pleuré en apprenant qu'il avait été arrêté par erreur par la police. Chaque souvenir était comme un coup de couteau dans la poitrine, rouvrant des blessures qui n'avaient jamais complètement cicatrisé. Malik tomba à genoux, se tenant la tête dans ses mains, essayant de repousser ses souvenirs douloureux. « Je ne veux pas me souvenir de ça, » murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. « Je ne veux pas. » « Nous savons que c'est douloureux, Malik, » a déclaré l'un des policiers en s'agenouillant à côté de lui. « Mais il est nécessaire d'affronter cette douleur pour que tu puisses trouver la paix. Le monde est malade, Malik, et c'est ce que nous essayons de te montrer. Nous ne voulons pas que tu portes seul ce fardeau. Le pardon n'est pas pour toi. Nous, mais pour vous, »
afin que vous puissiez avancer sans cette colère qui consume votre âme. » Les mots furent prononcés avec une sincérité à laquelle Malik ne s'attendait pas, et pour la première fois, il sentit une petite fissure dans son armure de colère et de ressentiment. Malik leva les yeux, des larmes coulant sur son visage. « Comment puis-je pardonner? Comment puis-je laisser tomber ça alors que tout ce que je connais, c'est la douleur et l'injustice ?» Sa voix était désormais à peine un murmure, pleine de désespoir. « Tout ce que j'ai fait, c'est essayer de vivre ma vie, d'être un bon fils, un bon frère, un bon citoyen. Et pourtant, vous m'avez enlevé cela. » Il s'attendait à ce que les policiers détournent le regard ou se défendent, mais au lieu de cela, ils sont restés calmes, acceptant ses paroles. « Tu n'as pas besoin de pardonner maintenant, Malik, » a déclaré le policier qui était agenouillé à côté de lui. « Le pardon est un processus, pas un instant. Et peut-être qu'en pardonnant, vous pourrez commencer à vous libérer de cette douleur qui vous retient. L'humanité est sur un chemin sombre, et nous en portons tous notre part de responsabilité. Mais nous croyons aussi qu'il y a de l'espoir, que le chemin peut changer. Et cela commence avec des gens comme vous, qui ont le courage d'affronter les choses les plus sombres en eux-mêmes et dans le monde. » Les paroles des policiers ont profondément résonné chez Malik. Il était toujours confus et en colère, mais quelque chose en lui commençait à changer. La colère qui le dévorait depuis si longtemps semblait perdre un peu de sa force. Il ne savait pas s'il pouvait pardonner complètement, mais il commençait à comprendre que le pardon consistait peut-être davantage à trouver la paix en lui-même qu'à absoudre les autres. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, dit-il, sa voix toujours tremblante, mais peut-être que je peux commencer à me pardonner, pour toutes les fois où je me suis reproché quelque chose qui était hors de mon contrôle. » Les agents hochèrent la tête, respectant l'espace dont Malik avait besoin pour gérer ses sentiments. « C'est un premier pas, Malik, » dit l'un d'eux sur un ton encourageant. « Nous ne vous demandons pas d'oublier ce qui s'est passé, ni d'ignorer l'injustice. Mais nous voulons que vous sachiez que le pardon, lorsque vous êtes prêt, peut être un moyen de libérer le poids que vous portez. » Malik regarda les officiers, et pour la première fois, il ressentit une petite étincelle de compréhension. Ils n'étaient pas là pour s'absoudre, ils étaient là pour l'aider à sortir de ce cycle de douleur. Au milieu de cette conversation inattendue, Malik a commencé à avoir d'autres flashbacks, mais cette fois, ils étaient différents. Il se voyait enfant, jouant au football dans les rues de Marseille avec ses amis, tous riant et jouant ensemble, sans se soucier des différences de couleur ou d'origine. Il se souvient d'un professeur d'école primaire, Monsieur Dubois, qui l'encourageait toujours à poursuivre ses rêves, lui disant qu'il cela pourrait être tout ce que vous vouliez. « Tu as une étincelle dans les yeux, Malik, » dit le professeur. « Ne laissez jamais personne effacer ça. » Ces souvenirs ont réchauffé le cœur de Malik, le sentiment qu'il y avait plus dans la vie que la douleur et la souffrance. « J'ai toujours voulu croire que le monde pouvait être meilleur, » marmonna-t-il presque pour lui-même. « J'ai toujours voulu faire une différence, mais il semble que peu importe tous mes efforts, le monde reste un endroit cruel. » Les policiers l'ont écouté en silence, respectant sa réflexion. Malik s'est rendu compte que, d'une manière ou d'une autre, cette conversation commençait à lui donner une nouvelle perspective sur sa vie et sa place dans le monde. « Peut-être que le monde est cruel, » a répondu l'un des policiers, « mais il est aussi plein de gens qui, comme vous, veulent le changer pour le mieux. Nous ne pouvons pas changer le passé, Malik, mais nous pouvons influencer l'avenir. Et cet avenir dépend des choix que nous faisons maintenant, des personnes que nous décidons d'être. » Malik resta silencieux, absorbant ces mots. Il savait que ce ne serait pas facile, que le chemin vers la guérison et le pardon serait long et semé d'embûches, mais pour la première fois, il eut l'impression que peut-être, juste peut-être, c'était possible. Les policiers ont fait un autre pas vers Malik, mais cette fois, leurs silhouettes ont commencé à disparaître lentement, comme si elles étaient absorbées par la lumière environnante. « Nous partons maintenant, Malik, » dit l'un d'eux, dont l'image devenait de plus en plus floue. « Mais n'oubliez pas que ce que vous faites à partir d'ici est ce qui compte vraiment. Choisissez judicieusement. » Malik les regarda disparaître dans la lumière, le laissant seul dans ce vaste espace lumineux. Il se sentait différent, comme si un immense poids avait été enlevé de ses épaules, mais en même temps, il savait qu'il y avait encore beaucoup à faire. Soudain, la lumière autour de Malik commença à s'estomper et il ressentit un tiraillement, comme s'il était ramené à la réalité. L'environnement éthéré autour de lui commença à s'estomper, remplacé par une douce obscurité qui lui apportait une étrange sensation de confort.
Malik ferma les yeux, sentant son corps devenir de plus en plus lourd, comme s'il était aspiré dans le monde physique. Il essaya de combattre ce sentiment, non pas parce qu'il voulait rester, mais parce qu'il craignait ce qui l'attendait de l'autre côté. « Suis-je prêt ?» se demanda-t-il, toujours incertain de ce qu'il venait de vivre. Lorsque Malik rouvrit les yeux, il sentit la douleur revenir intensément. Il était allongé dans un lit d'hôpital, avec des tubes et des machines connectées à son corps. Le bruit des moniteurs cardiaques et des voix chuchotées autour de lui le ramena à la dure réalité. Pendant un moment, il fut désorienté, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Est-ce que tout cela n'était qu'un rêve, pensa-t-il en clignant des yeux pour éclaircir sa vision. Mais quelque chose en lui disait que ce n'était pas qu'un rêve, c'est une expérience qui a profondément changé sa façon de voir le monde. Une infirmière entra dans la chambre, surprise de voir que Malik s'était réveillé. « Tu es réveillé » s'exclama-t-elle avec un ton de soulagement dans la voix. Nous étions inquiets. Vous avez perdu beaucoup de sang, mais heureusement, nous avons pu vous stabiliser. Malik essaya de parler, mais sa gorge était sèche et la douleur toujours intense. L'infirmière a pris un verre d'eau et a soigneusement aidé Malik à en boire, ce qui lui a procuré un petit soulagement. « Tu as tellement de chance d'être en vie », a-t-elle poursuivi en vérifiant ses signes vitaux. « Il fut un temps où nous n'étions pas sûrs que tu y arriverais. » Les paroles de l'infirmière ont suscité une vague d'émotion chez Malik. Il avait vécu quelque chose qui l'avait changé pour toujours, et maintenant il était de retour dans le monde, mais avec une nouvelle perspective. « Où sont-ils » a-t-il demandé, faisant référence au policier qui lui avait tiré dessus. L'infirmière hésita un instant, choisissant soigneusement ses mots. « Les policiers impliqués dans l'incident ont fait l'objet d'une enquête », a-t-elle déclaré sur un ton neutre. « Les choses sont encore en train d'être réglées. » Malik hocha lentement la tête, estimant qu'il y avait une certaine justice à savoir que les flics ne s'en sortaient pas comme ça, mais en même temps, il réalisait que sa colère n'était plus aussi intense. Je ressentais toujours l'injustice de ce qui s'était passé, mais maintenant j'avais un sentiment d'acceptation, une compréhension que je devais passer à autre chose. Il ne pouvait pas changer le passé, mais il pouvait choisir comment aborder l'avenir. Malik savait que le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais il était déterminé à ne pas laisser la haine dominer sa vie. À mesure que Malik s'adaptait à l'environnement hospitalier, il commença à réfléchir à ce qu'il devrait faire ensuite. Il sentait qu'il avait besoin de partager son expérience, non seulement pour se défouler, mais aussi pour aider ceux qui pourraient vivre des situations similaires. « Je dois faire quelque chose avec ça », pensa-t-il en levant les yeux vers le plafond de l'hôpital, encore en train de réfléchir à tout ce qui s'était passé. « Je ne peux pas laisser tout cela être vain. » Malik a passé les jours suivants à l'hôpital, se remettant lentement de sa blessure. Pendant ce temps, il a reçu la visite de sa famille et de ses amis, soulagé de le voir réveillé et en convalescence. Sa mère, Hawa, est arrivée la première, les larmes aux yeux et le cœur plein d'inquiétude. « Mon fils », répétait-elle en lui tenant la main, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse à tout moment. Malik essaya de la rassurer en lui disant qu'il allait bien, mais il savait qu'elle continuerait à s'inquiéter jusqu'à ce qu'il soit complètement hors de danger. Au cours de ses visites, Malik a commencé à parler de ce qui lui était arrivé, tant dans le monde physique que dans l'expérience qu'il avait vécue pendant son coma. Au début, sa famille et ses amis étaient sceptiques, pensant que le traumatisme avait provoqué des hallucinations. « Tu étais très proche de la mort, Malik », dit son frère Youssou, essayant de comprendre. « Peut-être que ton esprit essayait juste de gérer tout. » Mais à mesure que Malik parlait davantage de ce qu'il ressentait et de ce qu'il avait appris, quelque chose dans ses paroles commençait à résonner en eux, surtout lorsqu'il parlait du pardon et de la nécessité de trouver une nouvelle voie. « Je ne dis pas qu'il faut oublier ce qui s'est passé », a expliqué Malik, tandis que sa sœur Fatou l'écoutait attentivement. « Mais j'ai l'impression que, d'une certaine manière, ce que j'ai vécu était un avertissement, un appel pour que je ne laisse pas la haine me consumer. Je ne sais pas si je peux pardonner complètement, mais peut-être que je peux commencer à guérir ces blessures. » Fatou hocha la tête en tenant la main de Malik. « Nous t'aimons, Malik, et nous sommes avec toi quel que soit le chemin que tu décides de prendre. » Les paroles de soutien de sa famille ont été déterminantes pour Malik. Il savait que peu importe ce qu'il déciderait de faire, il aurait le soutien de ceux qu'il aimait. Mais il y avait quelque chose en lui qui disait que ce n'était pas suffisant. Il devait faire plus,
il devait utiliser son expérience pour apporter de réels changements, à la fois dans sa vie et dans celle des autres. Malik a commencé à réfléchir à des moyens de partager son histoire, de parler de ce qu'il avait appris sur le pardon et la guérison, sans ignorer le besoin de justice. L'un des médecins de l'hôpital, le docteur Lefebvre, qui suivait de près le rétablissement de Malik, a remarqué le changement d'attitude de Malik. « Vous semblez très bien gérer tout cela, Malik », a commenté le médecin lors d'une visite de routine. « C'est incroyable de voir comment vous traitez ce qui s'est passé. » Malik sourit légèrement, encore en train de s'habituer à la nouvelle perspective qu'il était en train de construire. « J'essaie, docteur, répondit-il. Mais je sais que j'ai encore un long chemin à parcourir. Je pense que je dois trouver un moyen de transformer cette expérience en quelque chose de positif, pour moi et pour les autres. » Le médecin hocha la tête, admirant la résilience de Malik. « C'est une chose rare, Malik. Tout le monde ne peut pas transformer une expérience traumatisante en une opportunité de croissance. Mais si vous pensez que vous êtes prêt à franchir cette étape, je pense que ce sera une bonne chose, à la fois pour vous et pour la communauté autour. » Vous, autour de vous. Malik sentit un élan d'espoir monter en lui. C'était peut-être votre chance de faire une différence, d'avoir véritablement un impact positif dans un monde qui en avait tant besoin. Après sa sortie de l'hôpital, Malik a senti que sa vie avait pris une nouvelle direction. Il savait que la guérison physique serait un processus lent, mais ce qui l'inquiétait le plus était de savoir comment gérer les cicatrices émotionnelles et psychologiques laissées par l'incident. Déterminé à ne pas laisser le traumatisme le définir, Malik a commencé à chercher des moyens de partager son histoire et d'aider ceux qui, comme lui, avaient subi l'injustice. « Je ne peux pas être le seul à vivre ça », pensa-t-il, déterminé à transformer sa douleur en une force pour le bien. La première chose que Malik a faite a été de commencer à écrire sur son expérience. Il a créé un blog où il a expliqué ce qui s'était passé, y compris les détails de son expérience de mort imminente. Ses paroles étaient sincères et puissantes, touchant profondément ceux qui les lisaient. En peu de temps, le blog de Malik a commencé à attirer l'attention, non seulement à Marseille, mais dans toute la France. Des personnes d'horizons différents ont commencé à le contacter, partageant leurs propres histoires d'injustice, de douleur et de dépassement. Malik avait l'impression d'avoir trouvé sa voie, et cela lui a donné un nouveau sens. En plus d'écrire, Malik a commencé à s'impliquer dans des événements communautaires et à prendre la parole sur la justice sociale et l'égalité raciale. Il savait que son histoire pourrait aider à ouvrir les yeux des gens sur les réalités auxquelles beaucoup sont confrontés chaque jour. Lors d'une de ses conférences, organisée dans une école locale, Malik a parlé à un groupe de jeunes de l'importance de ne pas laisser la haine dominer leur vie. « Ce qui m'est arrivé ne devrait arriver à personne d'autre », a-t-il déclaré en regardant les visages attentifs des étudiants. Mais il est de notre responsabilité de choisir comment nous réagissons à cela. Nous pouvons laisser la haine nous consumer, ou nous pouvons utiliser notre douleur pour construire quelque chose de mieux. Malik a également commencé à rencontrer d'autres victimes de l'injustice policière, formant un groupe de soutien où les gens pouvaient partager leurs expériences et trouver de la solidarité. Il savait qu'ils ne pouvaient pas changer le système seul, mais il croyait qu'en unissant leurs forces avec d'autres, ils pourraient commencer à faire une différence. Nous devons nous soutenir mutuellement, a-t-il déclaré lors des réunions. Ensemble, nous sommes plus forts. Et nous pouvons commencer à créer le changement que nous souhaitons voir dans le monde. Petit à petit, Malik s'est rendu compte que même si le chemin vers le pardon et la guérison était long et difficile, il était sur la bonne voie. Il ne s'agissait pas seulement de pardonner aux policiers qui l'avaient blessé, mais aussi de se pardonner toute amertume ou tout ressentiment qu'il aurait pu éprouver au fil des années. Il a encore eu des jours difficiles où les souvenirs de l'incident le hantaient, mais dans ces moments-là, il se souvenait des mots qu'il avait entendus lors de son expérience de mort imminente. Le pardon est un processus, pas un instant, se répétait-il, de plus en plus convaincu d'être sur la bonne voie. Au fil du temps, Malik a commencé à remarquer que même si la douleur était toujours présente, elle s'était atténuée. La haine qui dominait autrefois ses pensées a été remplacée par un désir de changement, de justice, mais aussi de réconciliation. Il savait que le chemin à parcourir serait encore semé d'embûches, mais il savait aussi qu'il n'était pas seul. Il y avait une communauté de personnes qui, comme lui, s'engageaient à faire une différence, à transformer leurs expériences négatives en quelque chose de positif.
Le parcours de Malik vers la guérison et la transformation personnelle a continué à façonner sa vie au cours des années qui ont suivi. Il est devenu une voix active dans la lutte pour la justice et l'égalité, non seulement à Marseille, mais dans toute la France. Ses discours, textes et groupes de soutien ont touché la vie de nombreuses personnes, les incitant à faire face à leur propre lutte et à rechercher un chemin de réconciliation et de changement. Malik a trouvé un but et un épanouissement en aidant les autres à trouver la paix intérieure, tout comme lui. Mais le plus grand changement s'est produit au sein de Malik. Il est passé d'une personne rongée par la colère et la douleur à une personne qui, même si elle portait encore les cicatrices de son passé, avait appris à vivre en paix avec elle-même. L'expérience de mort imminente qui le troublait autrefois profondément est devenue une source de sagesse et de force. Malik a appris que le pardon ne concernait pas les autres, mais qu'il s'agissait de se libérer des chaînes de la haine et de l'amertume. Il s'agissait de vivre une vie bien remplie, sans laisser le passé contrôler l'avenir. Malik n'a jamais oublié les policiers qu'il avait agressés, ni les injustices qu'il avait subies. Mais au fil du temps, il a trouvé un moyen de leur pardonner, non pas parce qu'ils le méritaient, mais parce qu'ils méritaient la paix qu'apportait le pardon. Ce pardon, réalisait-il, était une forme de résistance, une manière de ne pas permettre à la haine des autres de détruire son âme. C'était un acte de force, pas de faiblesse. La communauté autour de Malik a également commencé à changer. Inspirés par son histoire, de nombreuses personnes ont commencé à s'unir pour lutter à leur manière contre le racisme et l'injustice. Il y a eu des marches, des manifestations pacifiques et des initiatives communautaires pour sensibiliser les jeunes à l'égalité et au respect. Malik a vu comment son histoire, initialement source de douleur, s'est transformée en un catalyseur de changement. Il sut alors qu'il avait trouvé son véritable objectif. Des années plus tard, en regardant en arrière, Malik a vu le chemin qu'il avait parcouru et a souri. Il y a eu beaucoup de souffrances et de défis tout au long du chemin, mais il y a aussi eu de la croissance, de l'apprentissage, et par-dessus tout, de l'espoir. Il n'était plus l'homme qu'il avait été avant l'incident, mais quelqu'un de plus fort, de plus sage et de plus en paix avec lui-même. Malik savait que son voyage n'était pas encore terminé, mais il était prêt à continuer, confiant d'être sur la bonne voie. L'expérience de mort imminente de Malik, qu'il avait autrefois hanté, n'était plus qu'un souvenir lointain mais crucial. Ce fut un tournant qui l'a amené à trouver un nouveau sens à sa vie, l'opportunité de transformer la douleur en quelque chose de beau. Ainsi, Malik a continué son voyage, aidant les autres à trouver la paix et la force qu'il avait trouvée, se rappelant toujours que même si le monde peut être cruel, il y a toujours de la place pour l'espoir, l'amour et le changement.